Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes de ce vendredi 21 décembre 2018, la dernière édition de la semaine avant la fête de Noël. Commençons tout de suite dans les kiosques en démarrant avec la revue de presse. Nous entamons donc avec le quotidien La Nouvelle Expression qui marque en sa une remaniement ministériel, la conférence des gouverneurs bloquée. La seconde conférence semestrielle des gouverneurs des régions pour l'année 2018 n'a toujours pas eu lieu alors que l'année touche à sa fin. À l'origine, le silence des tout-dits ou l'accouchement d'un nouveau gouvernement demeure très laborieux et du coup, le ministre Tangandji doit se ronger les doigts. Et toujours en une du journal La Nouvelle Expression, Commission Moussonguin, un récipiendaire bout de la médaille. Les membres de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ont été décorés le 19 décembre à Yaoundé, mais tous n'ont pas accepté la médaille de la honte. Titre le journal. Miss Cameroun, l'État use de son pouvoir. Le ministre de la Culture reprend l'organisation de cet événement national. Narcisse Moïle-Combine, dans un communiqué, a indiqué les raisons pour lesquelles l'État du Cameroun reprend ce concept que gérait Ingrid Amougou, l'organisatrice de cet événement. Voilà donc pour ce qui est du journal La Nouvelle Expression, avec aussi l'ONECA, l'Office national des experts comptables du Cameroun, la justice qui a finalement tranché, mettant fin à une confusion qui semblait créer le doute dans les esprits. Et puis le journal L'Œil du Sahel qui met en sa une, le gouverneur fait le point sur Boko Haram, le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midji Awa Bakari, qui a accordé une longue interview à L'Œil du Sahel pour faire le point sur la situation de Boko Haram à l'extrême nord Cameroun. Du moins, les autres journaux parus en kiosque sont ce matin, notamment le journal Mutation, qui parle évidemment de ce retrait de la couronne à Ingrid Amougou, qui était jusqu'ici l'organisatrice de la compétition Miss Cameroun. Le journal Cameroun Tribune parle plutôt de la décentralisation avec la nouvelle stratégie pour 2019. Le Conseil national de la décentralisation qui s'est réuni il y a quelques jours sous la présidence du Premier ministre Philémon Yan, les maires qui exigent une décentralisation à 100% pour pouvoir bien démarrer l'année 2019. Voilà l'essentiel qu'on peut retenir de quelques journaux parus en kiosque ce matin. Le temps pour nous de revenir sur ce plateau avec nos deux invités. Georges Sémé, bonjour. Bonjour à vous, Funiad. Bonjour à tous les spectateurs fidèles de cette émission. Et bien évidemment, je vais leur souhaiter par anticipation de belles fêtes de fin d'année. Georges Sémé, quelle est l'actualité du jour qui vous a marqué? L'actualité du jour, c'est la réappropriation par l'État à travers le ministre des Arts et de la Culture du concept de Miss Cameroun. Vous savez que ça a défrayé la chronique pendant plusieurs années depuis sa création en 2002. On est passé de scandale à scandale. Alors l'État a décidé d'utiliser son droit de préemption pour se réapproprier ce concept quand même qui met sur le devant de la scène la culture camerounaise, mais également la République à travers ses emblèmes et tous ses attributs. Donc voilà l'actualité qui a profondément marqué le modeste journaliste que je suis. Camille Nélé, bonjour, le doyen de la presse. Jean-Paul Funial, bonjour. Bonjour Georges Sémé, bonjour population et téléspectateurs qui suivaient avec autant de sympathie notre revue des grandes unes et par anticipation, je souhaite un joyeux Noël à tous. Alors Camille Nélé, quelle est l'actualité qui vous a marqué? Moi, l'actualité qui m'a marqué, c'est le point que vient de faire le gouverneur de l'extrême nord, Midji Awa Bakari, sur la situation. Il faut dire que... La situation sécuritaire. Pas seulement sécuritaire, sociale et même économique. C'est-à-dire que... Une sorte de bilan de fin d'année. Un bilan de fin d'année qui est tout simplement... flatteur, dans la mesure où le gouverneur ne dit pas des choses pour faire plaisir à qui que ce soit, mais les événements, les faits sont là. Parce que quand on regarde sur le plan sécuritaire, grâce à son implication et grâce surtout à cette politique qu'il a mise sur pied, a amené les populations à contribuer dans la lutte contre Boko Haram, notamment à identifier les éventuels suspects, à les arrêter par l'alimentation des comités de vigilance. C'est l'actualité qui vous a marqué dans tous les cas, Camille Nélé. Oui. On aura le temps de le développer. Entamons donc d'un point du bilan du gouverneur à la réunion, à la conférence des gouverneurs manquée, qui bloque depuis, on s'achemine vers la fin d'année, jusqu'ici,
pas de conférence de gouverneurs. Camille, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Mais pourquoi vous estimez que la conférence est manquée? Bloquée, pas manquée. Bon, et bloquée, pourquoi serait-elle bloquée? Aujourd'hui, on est le 21. On est le 21 décembre. Elle peut être convoquée aujourd'hui, elle peut être convoquée demain. C'est une question qui relève du timing du ministre de l'administration territoriale. Et on voit très bien Dans tous les cas, ça fait partie des inquiétudes de la presse de savoir comment ça se mine vers la fin de l'année. Ça fait partie des inquiétudes de la presse parce qu'on avait donné l'habitude aux populations que... généralement, avant les fêtes de fin d'année, le ministre de l'administration territoriale appelait ses gouverneurs pour leur donner des prescriptions sur la veille sécuritaire notamment. Mais si vous voyez bien, c'est chaque gouverneur qui est en train de faire son boulot. Vous avez vu le gouverneur Iva Dibois, avant-hier, qui était du côté de la Sénégal maritime. Il a réuni les populations, il parle des problèmes de sécurité, des problèmes de santé, des problèmes... Lui, vous avez vu le gouverneur Midjia Bakari qui fait la même chose. Donc moi, je pense que les gouvernants savent très bien leur mission, ils connaissent leur job. Ils n'ont pas forcément besoin d'être assis autour du ministre qui va leur donner des prescriptions avec un bâton comme un enseignant. Mais autrement dit, chacun fait sa petite conférence. Non, chacun ne fait pas. On a habitué les Camerounais à ce qu'il y ait une conférence des gouverneurs. Mais si elle n'a pas encore eu lieu à ce moment, aujourd'hui, ce n'est pas parce que... Ce n'est pas faute de... Voilà. Moi, je pense que c'est une question de timing du MINAD. Mais moi, je pense que chaque gouverneur connaît son job. Chaque gouverneur sait qu'en pareille période, en fin d'année, il faut renforcer les mesures sécuritaires, il faut renforcer les mesures de prudence et surtout avoir l'œil sur tout. Donc, moi, je pense que la presse est peut-être allée un peu trop vite en besoin en estimant que voilà une occasion manquée. Cette occasion est là. Les gouverneurs sont sur le terrain. Georges Sémé, vous avez l'impression que c'est une occasion manquée quand on sait quand même que c'est la première année où la conférence de gouverneurs se tient quand même avec un certain retard. La dernière a eu lieu en septembre dernier. Or, d'habitude, ça se tient dans le premier semestre de l'année. Bien, généralement, les conférences de gouverneurs se tiennent 2 fois par an, c'est-à-dire à la fin de chaque semestre. Et je pense que dans le cas d'espèce, on est encore dans les délais de la tenue de cette conférence générale anglophone, dans cette conférence des gouverneurs, même si on peut noter un léger retard. Mais je pense que dans l'organisation d'un tel événement et dans le contexte sociopolitique actuel, on peut parfaitement comprendre la situation qui est aujourd'hui évoquée par nos confrères de la Nouvelle Expression. D'abord parce que dans son organisation, il faut avoir l'équitus d'abord de la présidence de la République, mais également il faut que les ministres soient disponibles pour venir étaler leur exposé lors de cette conférence de gouverneurs, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une rencontre entre les gouverneurs et le ministère du tutelle qui est celui de l'administration territoriale, mais il y a également les ministres qui viendront exposer sur les points qui intéressent les gouverneurs dans leur portefeuille. Donc je crois que c'est une organisation assez lourde qui demande une mise en route également assez lourde, et avec le contexte socio-politique de notre pays, je pense que on comprendrait presque le retard qu'a pris cette conférence de gouverneurs. Mais je continue quand même de préciser qu'on est encore dans les délais. Elle peut être convoquée aujourd'hui ou demain, et après 3 jours, elle sera complètement bouclée. Les gouverneurs viendront maintenant répercuter ce qu'ils ont eu lors de cette conférence à leurs administrés des régions. Et si jamais elle n'est pas organisée, est-ce que ça aura un impact sur les fêtes de fin d'année? Il n'y a aucune obligation légale pour les gouverneurs ou alors pour le ministère de l'administration territoriale de rencontrer les gouverneurs. C'est une tradition républicaine. Il n'est écrit nulle part dans la Constitution ou alors dans quelque loi que ce soit que le gouverneur doit rencontrer. Et au point où si ça n'a pas lieu, ça sera si elle n'a pas lieu, ce sera certainement un point remarquable en termes de dysfonctionnement de la tradition des rencontres entre le ministre de l'administration territoriale et les gouverneurs. Mais ça ne va pas créer un certain malaise, parce que même après l'année 2018, elle peut être convoquée en 2019. Mais je crois quand même que la conjoncture sociopolitique actuelle milite quand même en ce qu'elle devrait se tenir comme par le passé avant le début de l'année 2019. Alors, on reste dans cette actualité, Camille Nélé. On fait le lien avec le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midjia Bakari, qui avait été affecté dans cette région à l'époque où Boko Haram battait véritablement son poing. Aujourd'hui, quand le gouverneur de la région de l'extrême nord fait cette sortie, il a évoqué un certain nombre de points. Est-ce qu'on peut considérer Paris réussi pour Midjia Bakari? Ben, Paris est absolument réussi, parce que cette interview de deux pages qu'il a accordé à l'œil du Sahel il passe en revue. En revue tout ce qui
concerne cette région d'extrême nord. D'abord, l'un des problèmes les plus cruciaux dont j'ai souvent parlé, parce que je connais la route Maroua-Kousseri, il rassure les gens en disant que la route Moura-Dabanga-Kousseri est en sécurité. Non, elle est en chantier, et ce qui n'était pas le cas parce que Maroua-Kousseri, c'est environ 300 km, mais on les faisait en 10 heures. Alors aujourd'hui, quand il dit que les travaux sont à une phase avancée, c'est une très très bonne chose. Mais par contre, là où son point est remarquable, c'est la situation sécuritaire. Le gouverneur dit, et preuve à l'appui, que l'action Boko Haram est devenue pratiquement nulle. Parce que vous savez très bien qu'en 2012, 2013, 2014, 2015 même, c'était des attentats un peu partout avec des gens qui s'éclataient et des dizaines de victimes. Le dernier attentat date d'il y a quelques jours. À Moura, il n'y a eu que 2 morts et les 2 kamikazes. Donc, et le gouverneur dit à quel point il a non seulement conscientisé les populations, il les a amenés à mettre une stratégie d'identification des personnes suspectes, de sécurisation des abords du village. Le gouverneur a fait le point aussi sur la situation économique, puisque le commerce était complètement coupé entre le Nigeria. Ça avait tué un certain nombre de toutes les activités d'ailleurs. Tué. Là aujourd'hui, la sécurité de retour, là maintenant le commerce. Les populations qui regagnent d'ailleurs les villages. Les villages. À Amchidé, il y a eu ce reportage fait à Amchidé. Que l'on a vu d'ailleurs sur Equinox Télévision hier. Ça veut dire que la vie a repris son calme, son train-train. Et moi je pense que le gouverneur qui a pris cette politique par les cornes a tout lieu d'être satisfait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la descente sur les lieux de monsieur Fayengo, dans le cadre justement de ce comité de DDR, a trouvé que le gouvernement avait déjà procédé à un appel et un cantonnement des anciens combattants de Boko Haram. Ce qui va d'ailleurs leur faciliter la tâche au DDR. Mais puisque là-bas, du côté de Moura, le gouvernement a obtenu un terrain de 13 hectares. Tout à fait. Où les jeunes sont resocialisés. Disons plutôt que le gouverneur Midi Yawa Bakari avait anticipé même sur avant la création du DDR. Georges Sémé, quand on voit ce bilan que fait le gouverneur de la région de l'extrême nord, est-ce que jusque-là, même si le terrorisme semble être réduit à sa plus simple expression, est-ce que c'est l'occasion de baisser véritablement la garde? Pas du tout, puisque Boko Haram, comme on l'avait dit, a juste été réduit à une simple expression, mais sa capacité de nuisance, je crois, demeure. Et je me félicite personnellement et journalistiquement du fait que cette actualité a été suivie de bout en bout par l'organe que je représente, mais également je me félicite de la sortie régulière du gouverneur Midi Yawa Bakari. Il est très ouvert à la presse. Voilà, sur le point qu'il fait régulièrement sur l'état de sa région, mais également le point de la sécurité, le point sécuritaire qu'il donne avec les activités en rapport avec la grande criminalité d'abord, mais avec également le phénomène Boko Haram. Mais aussi, il y a des actions civiles dans lesquelles il excelle souvent, parce que on nous a parlé, c'était une époque des journées de propriété dans lesquelles il est fortement impliqué. Donc je crois que c'est une bonne façon de gouverner pour une autorité qui a un certain pouvoir régalien et qui peut être vue comme une autorité administrative qui n'est pas facilement atteignable, mais on le voit avec le fil du temps que M. Midi Yawa Bakari est de plus en plus accessible et il fait connaître des actions qu'il mène sur le terrain avec notamment le phénomène Boko Haram qui est aujourd'hui à sa portion la plus incongrue. Et comme vous le dites, il ne faut pas baisser la garde, il faut continuer à veiller, il faut continuer à sensibiliser, mais surtout à demander aux populations de participer à la lutte contre le fléau Boko Haram qui est encore existant dans la région de l'extrême nord. Juste, oui, et d'ailleurs, il faut souligner que le gouverneur Midi Yawa Bakari fait partie de ces gouverneurs très ouverts à la presse. Par exemple, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Hadiboua, très ouvert à la presse. Oui, Camille, un dernier mot. Oui, je voudrais ajouter que le gouverneur Midi Yawa Bakari fait un distinguo net entre Boko Haram et le grand banditisme. Il reconnaît que les actions de Boko Haram sont devenues marginales, mais par contre, les actions de grand banditisme, elles persistent encore. Et je l'ai souvent dit ici, dénoncé ici, que quand vous voyez des hommes, des groupes armés venir dans des villages, attaquer, kidnapper les gens, prendre des troupeaux de bœufs, de moutons et tout ça est parti, ou exiger de l'argent, ce n'est plus Boko Haram. Boko Haram, c'est des gens qui viennent, qui s'explosent et puis qui vont directement au ciel. Donc là, ça révèle des missions de maintien de l'ordre public. Et c'est pour cela que le gouverneur, lui, qui mène une lutte effectivement contre le grand banditisme, a fait le distinguo entre
contre Boko Haram et le grand banditisme, qui lui reste encore dans le grand nord, mais qui est vigoureusement combattu. Alors, passons à cette autre actualité, la commission Moussongué qui a donc remis un certain nombre de médailles et une dotation de véhicules estimée à une valeur de 700 millions de francs CFA aux membres de sa commission. Mais il y a un récipiendaire qui a boudé la médaille. Notamment, on cite entre autres Maître Nico Allais qui a dû se soustraire de la cérémonie. Pour lui, c'est une médaille qui n'est pas méritée. Georges Sémé. Écoutez, je pense que ce geste n'engage que son auteur et je pense que pour ceux qui veulent l'interpréter autrement, ont le droit de le faire. S'il a boudé cette médaille, pour le motif que la commission Moussongué affiche un très maigre bilan, ça n'engage que lui. Mais je pense qu'elle a été créée dans des conditions extrêmement difficiles, avec des missions également difficiles à mettre en œuvre sur le terrain. Elle est chargée d'émettre des avis en rapport avec la promotion du multiculturalisme et du bilinguisme, mais elle n'a pas un impact direct sur la résolution de la crise anglophone. Mais elle a quand même sa pierre à apporter dans l'édifice de pacification de la région anglophone. Donc, si M. Nico Allais, comme il en a souvent l'habitude, par des coups d'éclat, refuse de recevoir cette médaille, je crois que ça n'engage que lui. Mais je pense que c'est parmi ceux qui étaient récipiendaires de la médaille, il est complètement isolé dans cet acte et on devrait respecter sa position. Et je le comprendrais dans une certaine mesure parce que je fais partie de ceux qui ont quand même décrié la dotation de véhicules de 700 millions de francs CFA pris sur le budget d'investissement public et octroyé à la commission Moussongué. Ça fait quand même un véhicule à près de 47 millions de francs CFA. Est-ce qu'on avait besoin d'une dépense aussi somptuaire pour une commission qui est dotée des missions qui n'impactent pas directement sur la résolution de la crise anglophone? Certes, ils doivent avoir des véhicules, mais on aurait pu trouver des véhicules moins chers. Avec tout ce que ça comporte comme carburant. Voilà, à 30 millions, je crois qu'ils auraient toujours roulé avec ces véhicules. À 47 millions, je crois que c'est un peu exagéré pour un pays quand même qui est sous ajustement structurel et qui est sous les règles de bonne gouvernance instituées par le Fonds monétaire international en ce qui concerne la réduction du train de vie de l'État, mais également un pays qui est frappé par une forte crise économique. Donc je pense que c'est une dépense somptuaire et je donne donc raison à Nico Allais qui pense quand même que sur ce point, la commission Moussongué a beaucoup de choses à redire, mais également sur son bilan qui est essentiellement basé sur les avis à émettre et également sur la sensibilisation en rapport avec la promotion et du bilinguisme et du multiculturalisme. Donc je pense qu'il appartient à chacun de décider du bien fondé ou pas de recevoir cette médaille. Nico Allais a refusé, il a certainement ses raisons, mais je pense que la commission est dans une situation extrêmement délicate, dans une situation sociopolitique également extrêmement délicate. Camille Nélé. Je sais, mais j'aime beaucoup votre démarche intellectuelle qui consiste à ménager la chair et le chaud. Vous avez décrit avec moi, effectivement, au moment où on a créé cette commission, et vous comme moi, vous êtes posé la question, est-ce qu'il y a un problème de bilinguisme au Cameroun? Est-ce qu'il y a un problème de multiculturalisme? Nous nous sommes pendant longtemps posé cette question. Nous avons été les premiers et peut-être les seuls à avoir décrié cette c'est une commission de trop. C'est une commission qui avait été mise un peu trop tôt, c'est-à-dire que 100 ans plus tôt. Un problème, c'est que quel est l'impact? Si on ne s'en tenait qu'au résultat de cette commission aujourd'hui, cette commission quoi? La mission de cette commission, c'était de descendre sur le terrain, de recueillir des avis et de les transmettre au chef de l'État. Jusqu'à présent, on ne sait donc pas ce que cette commission a transmis au chef de l'État et cette commission a eu un impact nul sur la crise anglophone qui a toujours continué à faire des morts. On serait bien attendu que cette commission ait rencontré les Amba Boys et qu'elle nous dise ce qu'ils pensent. Elle ne l'a pas fait. Donc moi je pense aujourd'hui que si Maître Nico Allais a estimé qu'il ne peut pas se contenter d'une médaille en chocolat. C'est honnête de sa part. Moi je pense que ça n'engage que lui, comme dit Georges Sémé, mais moi je pense qu'il estime que cette commission n'a pas fait ce qu'il fallait faire dans le sens du règlement de ce conflit. Donc, Georges Sémé l'a dit aussi, et beaucoup le pensent aussi, le bilan de cette commission est nul. Mais vous avez vu, elle a démarré avec une grosse dépense somptueuse, exactement comme quand la COCAN a été lancée. Vous avez vu le ministère des Sports, qui a aussi acheté des voitures pour 800 millions de francs, pour nous avait-on dit à l'époque, aller visiter les chantiers. Finalement, les chantiers eux-mêmes, est-ce que ces chantiers ont-ils été visités par ces grosses voitures? Donc, moi, je pense que Maître Nico Allais est pertinent, il est fidèle à lui-même. Disons qu'il est, il reste sur sa démarche. Il est, comment dire, quel qualificatif trouver? C'est-à-dire que il est
honnête, sincère avec lui-même. Il est sincère avec lui-même. Il estime que je ne vois pas ce que j'ai fait pour mériter une médaille. Cette médaille, on la donne à d'autres qui recherchent des médailles, mais moi, je ne sais pas ce qu'on avait. Moi, je pense que cette attitude est remarquable. Cette attitude est remarquable. Peut-être faut-il rappeler à l'endroit de notre spectateur que Maître Nicolas est d'abord un avocat, mais il est également un pasteur. Peut-être son comportement explique c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des convictions. Mais au cours de cette cérémonie, on a remarqué que parmi les récipiendaires, il y avait quand même un visage qui ne passe pas inaperçu, Madame Amato Toumouna, qui avait quand même fait... la une des journaux à une certaine époque par rapport, lorsqu'elle était ministre des Arts et de la Culture, où elle avait refusé d'appliquer une décision de la Cour suprême. Est-ce que quand on voit ça, le citoyen lambda se demande, enfin, pour quelqu'un qui a boudé une décision de justice au plus haut niveau, être décoré commandeur, c'est pas quand même trop, Georges Sémé? Écoutez, Madame Mouna est un haut commis de l'État. Et je crois que c'est à ce titre, pour l'ensemble des services qu'elle a rendus à l'État, qu'elle a certainement été décorée. Parce que s'il fallait juste prendre son bilan au sein de la commission, je crois qu'elle n'aurait pas mérité cette médaille-là. Et il faut ajouter aussi qu'un mauvais ministre des Arts et de la Culture ne fait pas forcément un mauvais membre de la commission Moussongué. Je le disais tout à l'heure dans ma précédente intervention, leur mission est extrêmement délicate dans un contexte explosif en zone anglophone. Sur leur déploiement dans cette région et sur les missions qui leur sont dévolues sur le plan opérationnel, il est extrêmement difficile pour cette mission de se déployer et c'est certainement une des raisons pour lesquelles on observe sur retard à l'allumage. Mais ça n'empêche quand même qu'on ne leur attribue des médailles pour les services qu'ils ont rendus dans le cadre de leur responsabilité supérieure d'État. Mais en ce qui concerne le cas de la commission, je crois qu'il y a quand même à redire sur une médaille qui est décernée à un membre de la commission sur les missions dans le cadre de la commission. Et c'est certainement la raison pour laquelle Maître Nicolas a boudé sa médaille en disant que bon, il a mérité pas parce que le bilan de la commission est extrêmement mince. Georges Sémé, on va aller au pas de course. Peut-être que Camille Nélé ne va plus intervenir sur la question. Non. Au-delà, il y a quand même les véhicules estimés à 700 millions, une dépense de 700 millions. Tout à côté, on a au premier ministère des ex-employés du chantier naval et industriel du Cameroun qui ont manifesté hier et ont été embarqués au commissariat central numéro 1. Ils réclament leur dû depuis 10 ans. Est-ce que ça ne crée pas quand même une certaine contradiction? Jean-Paul Chouniat, vous connaissez parfaitement le drame du chantier naval. Le chantier naval qui était l'une des sociétés d'État les plus prospères, et peut-être même la plus prospère dans ce pays, l'une des sociétés qui faisait le plus rentrer des devises, mais qui, tout simplement à cause de la gesticulation de fonctionnaires, est tombée entre les mains d'un fonctionnaire parce qu'on l'a enlevé des mains de M. Forgidam, on l'a envoyé en prison et le chantier naval est tombé. Jusqu'aujourd'hui, le chantier naval qui était l'un des chantiers les plus prospères en Afrique est devenu inexistant. On a même tenté toutes sortes d'expériences. Tout simplement pourquoi? On a même fait venir des Sud-Coréens. Des Sud-Coréens, alors que c'est à ce moment que les gens se sont demandé est-ce que Forgidam faisait de la magie? On n'a pas compris cela et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs le procès Forgidam continue toujours à susciter des vagues. Mais nous avons vu pendant longtemps ces ouvriers du chantier naval dont les salaires n'avaient pas été régularisés depuis, je crois, 2013 ou 2014, et ils ont battu le pavé à Douala pendant de longs mois. Aujourd'hui, cette fois-ci, ils ont été devant le Premier ministère. La semaine dernière, nous avons vu à la télévision comment le Premier ministre avait envoyé quelqu'un leur parler et leur dire de revenir. Alors, ils sont revenus hier, et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la police qui est venue les prendre. Moi, je pense que ce genre de problème récurrent de personnes qui sont en indélicatesse avec les responsabilités de l'État, parce qu'on n'a pas voulu, on ne veut pas les payer, mais pendant ce temps, on décaisse des sommes énormes. 700 millions pour des voitures mises à la disposition d'une... Des gens qui sont à l'abri du besoin en plus. Non seulement à l'abri du besoin, mais qui n'avaient pas besoin de véhicules aussi somptueux, ni pour la visite des chantiers de la Cannes, ni pour l'émission du multiculturalisme et du bilinguisme. Moi, je pense que c'est tout simplement un paradoxe. Ça démontre chaque jour qu'il y en a dans ce pays qui n'ont pas les yeux dans le trou et qui préfèrent regarder là où ils veulent, alors que les problèmes saillants sont là face à eux. Georges Sémé, ces manifestants indiquent que leur dû varie de 8 millions à 22 millions pour la plupart. Et quand on regarde tout ce qui est dépensé autour d'une canne qu'on nous a retirée, est-ce qu'on ne pouvait pas résoudre ça
le plus facilement possible, mettre la priorité sur quand même des gens qui ont servi l'État du Cameroun et aujourd'hui se retrouvent complètement largués à la rue. Bien, vous avez parfaitement raison de faire le rapport des dépenses entre les sommes qui ont été dépensées dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations retirées et les droits des employés du chantier naval qui sont aujourd'hui en grève. Je pense qu'un constat est simple. L'État ne respecte pas ses engagements. L'État employeur ne respecte pas ses engagements. Il n'y a pas que eu les ex-employés du chantier naval qui ont grévé à Yaoundé. Il y a eu les enseignants, il y a les médecins, il y a les employés des ex-sociétés d'État et patati et patata. Et à chaque fois, ils sont toujours, soit ils reçoivent de l'eau qui démange, ou alors on les embarque tout simplement dans un commissariat de police. Pourtant, le matin, le Premier ministre en passant je pense que ça dénote d'abord de la faiblité de notre État, mais également de son incapacité à respecter ses engagements à l'endroit de ses employés qu'il a utilisés pendant de très bonnes années et où il est réticent à leur payer les droits. On connaît une ou deux personnes qui ont travaillé au chantier naval du Cameroun et je vous assure que les ayant côtoyés et vu comment ils vivaient au quotidien, c'est extrêmement terrible pour ces personnes d'avoir des droits qui devraient être payés, mais qui depuis 10 ans ne le sont pas. Donc je pense que le fait qu'ils aillent revendiquer... Certains sont même morts. 575 qu'ils aillent revendiquer, que ce soit eux, ou alors les employés des ex-sociétés d'État, je crois qu'ils ont le droit de revendiquer. Surtout en ces périodes de fête. La police devrait simplement jouer son rôle d'encadrement de cette manifestation pour qu'elle ne génère pas sur un trouble à l'ordre public. Mais je crois qu'ils sont tout à fait dans le droit de réclamer ces droits et il appartient à l'État qui les a employés et qui les a utilisés pendant un bon nombre d'années d'apurer tout simplement cette dette qui continue de peser sur le budget de l'État. Une actualité qui vous a d'ailleurs marqué, Georges Sémé, l'État use de son pouvoir sur le concours Miss Cameroun, Camille Nélé. Est-ce que dans ce cas de figure, il était temps pour l'État de récupérer l'organisation de Miss Cameroun avec tous les scandales qu'on a connus autour? Beaucoup de personnes se sont posé des questions sur cette compétition depuis des années. Ils se posent cette question. Et moi, je pense que le professeur Mouele Kombi, en décidant de mettre un haut à cette situation, a pris une bonne décision. Imaginez que la dernière Miss Cameroun... consacré par cette organisation, ne savait même pas chanter l'hymne national camerounais. Alors quand on en arrive là, elle vivait en Suisse, on est allé la chercher pour ses formes certainement et pour ses rondeurs. On l'a mise sur le devant de la scène, elle a été nominée et basta, voilà, une Miss Cameroun qui ne sait même pas chanter l'hymne national de son pays. Non, il fallait arrêter ce cinéma là. Moi je pense que le ministre Mouele Kombi a pris le taureau par les cornes. C'est une décision qui est de toute façon saluée par tout le monde. Georges Sémé, on indique aussi quelque part que Mme Ingrid Amougou avait protégé le concept Miss Cameroun à l'OAPI et que l'État du Cameroun qui se réapproprie son événement devrait normalement la dédommager au regard de tout ce qu'elle a fait. Est-ce que ça tient la route? Ça tient la route. D'abord, le ministre de la Culture a invoqué le droit de préemption de l'État. Et il faut peut-être clarifier aux téléspectateurs ce que c'est qu'un droit de préemption. C'est un droit qui est contractuel, soit légal, qui confère à une autorité publique ou privée d'avoir un droit de priorité sur un autre droit. L'exclusivité d'organiser. De priorité sur un certain droit. Mais à condition que le propriétaire en soit d'accord. Dans le cas d'espèce, il y a une entité publique qui est l'État à travers le ministre des Arts et de la Culture et il y a une entreprise privée qui est Orphée qui est représentée Madame Amougou. Et la délicatesse de la mise en œuvre du droit de préemption est la bonne foi du préempteur qui est aujourd'hui l'État. Ou alors la bonne foi qui devait être mesurée à travers son abus ou pas d'autorité. Alors dans le cas actuel, Mme Amougou ne nous a pas dit si elle a été contactée, mais le communiqué du ministre dit bien évidemment qu'elle a été informée. Mais est-ce qu'elle sera dédommagée? Et le même communiqué nous fait entendre que c'est sous la marque Orphée, entreprise Orphée, que le concours Miss Cameroun a été déclaré ou alors protégé auprès de l'OAPI. Donc, logiquement, il devrait avoir un consensus financier entre cette initiative privée qui a été créée depuis 2002 quand même et l'État qui veut aujourd'hui s'approprier ce concept. Même s'il dit, le ministre de la Culture dit dans le même communiqué que le concours Miss Cameroun ne peut souffrir d'une
appropriation d'une initiative privée, mais je pense quand même qu'elle a géré ce concept pendant plusieurs années. Elle a mis à un certain niveau l'image du Cameroun, l'emblème du Cameroun, malgré les scandales, et je crois qu'elle devrait quand même recevoir un pécule en compensation, d'abord des intérêts futurs qu'elle paie, mais en compensation du concept qu'elle a créé. Sinon, l'État serait peut-être taxé à travers ce droit de préemption d'avoir été de mauvaise foi ou d'avoir utilisé abusivement ses prérogatives de puissance publique. Camille Nélé, oui, avant que vous répondiez, est-ce que, compte tenu de l'image du Cameroun, un certain nombre de scandales également causés par cette organisation a fait subir à l'État du Cameroun, est-ce que l'État du Cameroun ne peut pas aussi revendiquer de réparation et on a envie de dire, si jamais l'État n'agit pas dans le sens voulu par Mme Ingrid Amougou, qu'elle saisisse la justice, jusqu'où peut aller ce bras de fer? Vous avez anticipé sur ce que je voulais dire. C'est-à-dire que vous voulez nous balader sur les méandres d'un juridisme qui tout simplement va nous mener jusqu'à... C'est du droit, c'est du droit, mais seulement, quand on dit Miss France, par exemple, est-ce que ça doit appartenir à un individu? Quand on dit Miss America, est-ce que ça doit appartenir à un individu? Vous savez très bien qu'en 1960, il y a eu une Miss Indépendance. Et après cette indépendance, il y a eu des Miss Cameroun. Donc si un individu a décidé d'essayer de peaufiner ce concept et de dire que bon, maintenant je voudrais en prendre la responsabilité, ça ne veut pas dire que ce concept lui appartient. Le concept Miss Cameroun appartient au Cameroun, à l'État du Cameroun, aux Camerounais, mais pas une Camerounaise, parce que non, je ne pense pas. Donc moi, c'est pour ça que je dis que si vous voulez, les avocats ils pourront toujours aller faire des effets de manche devant la barre, mais je peux vous dire une chose, c'est que le concept Miss Cameroun appartient à l'État. Et Madame Ingrid, si elle a utilisé, elle a usé de ce concept pour faire son propre business, ça veut très bien. Même, par exemple, une Miss qui a été décorée et on a retiré sa couronne pour remettre non seulement non pas la deuxième, mais la troisième, la quatrième. Oui, mais c'est pour cela que je suis en train de vous dire que tout cela c'est du cinéma. Il fallait arrêter tout ça. Il fallait arrêter tout cela. Moi, je pense qu'il faut revenir à l'orthodoxie et ramener les choses dans leur véritable proportion parce que ça devenait tout simplement du cinéma. Et je pense que le ministre Willy Commis a tout simplement sifflé la fin de la récréation en disant que bon, il faut qu'on passe à autre chose. Oui, juste un dernier mot. Je crois que je suis parfaitement d'accord avec les scandales que nous avons observés au fil des années avec le concours Miss Cameroun. Des terribles scandales d'ailleurs qui ont tiré vers le bas la République. Mais je pense quand même qu'il faut couper la poire en deux. Le concept Miss Cameroun n'est pas un concept de prérogative étatique. Il a été créé en... Il s'agit du Cameroun, je sais. Oui, bien sûr, il s'agit du Cameroun. Il a été créé en 2002 par cette dame. Et je pense que s'il n'y avait pas ces scandales à répétition, on lui aurait laissé toujours libre cours à l'organisation de cet événement. Parce qu'il y a eu des scandales. Elle bénéficiait aussi du soutien. Et l'État a subventionné. On ne peut pas donc dire qu'elle a créé, puisque elle a, quand l'État du Cameroun parle de se réapproprier, ça veut dire que c'était une concession. Non, c'était pas une concession. Ce n'était pas une concession. C'était pas une concession de services publics. Mais elle fonctionnait sous le sceau de la tolérance administrative. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut couper la poire en deux et ne pas penser que Mme Amougou est venue tout faire exploser parce que non, il faut savoir raison garder et l'État a sa part de responsabilité dans ce qui... Madame Amougou a sa part de responsabilité. Voilà. Donc il faut trancher la poire en deux définitivement. Tout à fait. Et si le concept appartenait à l'État, Mme Amougou ne serait pas allée protéger le pays. Dans tous les cas, la suite nous dira. Terminons donc cette revue de grande une avec l'Ordre national des experts comptables du Cameroun qui était en justice. Et finalement, la justice a tranché sur cette affaire qui crée quand même la confusion, notamment un point frauduleusement introduit à l'ordre du jour qui prévoyait l'exclusion d'un certain nombre de membres, parmi lesquels l'ancien président de l'ordre. La justice a donc sifflé fin à la récréation. Georges Sémé. Oui, la plupart des journaux en font état depuis ce matin et nous suivons ce dossier depuis qu'il a déclenché en 2016. En 2016, effectivement, il y a eu une assemblée générale de l'ordre des experts comptables du Cameroun qui avait un ordre du jour précis. Et malheureusement, le nouveau bureau a introduit
dans cet ordre du jour, en violation flagrante des textes, et a introduit un ordre du jour qui n'avait absolument rien à voir avec ce qui était prévu. Alors, ce qui était indexé dans cet ordre du jour, c'est-à-dire M. René Libong et son vice-président de l'époque, avaient flairé une tentative de radiation de la part du nouveau bureau qui les avait remplacés. Alors, ils ont porté l'affaire en justice, ils ont porté également l'affaire devant d'autres instances administratives. Ça a fait le chemin que ça a fait jusqu'aujourd'hui, et avant-hier, le tribunal de première instance de Bonanjo a tranché sur l'affaire en disant que le bureau qui a été mis en place en 2016 est nul et dénie le fait parce qu'il est allé sur des bases absolument légales. Donc, ça emporte non seulement la nullité du bureau, mais ça emporte également comme conséquence la nullité de tous les actes qui avaient été pris par ce bureau depuis 2016. Donc, c'est le principe bien évidemment de la rétroactivité, et on revient à la case départ de 2016, et je pense qu'avec ce nouveau développement, on aura certainement la suite avec la sortie qui est quand même annoncée du camp de M. Léonard Ambassa, qui est l'actuel président de l'ONECA, qui certainement va interjeter appel. Alors, Camille Nélé, quand on regarde ces associations, ou alors ces différents corps de métier qui se battent, voilà, Georges Semé concluait tout à l'heure, retour à la case de départ. Quelle était véritablement, on se demande quelle était l'intention d'introduire dans un ordre du jour déjà préalablement adopté un point qui n'est pas prévu. Vous savez, les malices et les subterfuges que l'on réussit souvent à introduire dans les ordres du jour, et surtout dans le fonctionnement de certaines associations, on ne les détecte toujours pas facilement, et c'est bien après qu'on réalise que, ah tiens, telle malice, telle petite stratégie avait un but caché, ou bien avait une option bien précise. Bon, aujourd'hui, quand on arrive à cela, on découvre tout simplement que même dans une organisation aussi éclectique que l'ordre des experts comptables, il peut y avoir des couacs, il y a des choses, il y a des intérêts, parce que c'est un jeu d'intérêts. C'est aussi parfois un jeu pour certains d'essayer de maintenir une certaine orthodoxie, mais qui n'est pas de règles. Et maintenant, c'est ce qui fait que de plus en plus, on trouve ces associations qui vont devant les tribunaux. Mais dans quoi qu'on dise, c'est toujours la loi qui tranche en définitive. Cette procédure va certainement aller. D'ailleurs, on a déjà fait l'appel, et elle va aller en cour d'appel, et certainement qu'elle va continuer jusqu'à la Cour suprême si les deux parties ne sont pas d'accord. Mais toujours est-il qu'on est parti pour une longue procédure qui durera le temps qu'elle dure. Qui va prendre du temps. Dans tous les cas, je pense que c'était l'essentiel de l'actualité qu'on a développé au cours de cette émission. Nous allons donc, Camille Nélé, vous souhaiter bonne fête de Noël, bonne fête de fin d'année. Georges Semé, bonne fête. Merci. On aura l'occasion certainement de se retrouver à d'autres occasions. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue de Grande Une, la dernière de la semaine. Nous vous souhaitons à tous bonne fête, et restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec le 10-12 de Zénith qui démarre dans quelques instants.